Voilà. Bonjour chers amis, voilà, nous revoici ensemble. J'ai un peu tardé à mettre cette vidéo en place. J'ai réglé mes haut-parleurs parce que ça n'allait pas, c'était trop fort. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Pour les nouveaux qui sont là, je les salue et je vous remercie d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi ma chaîne et de pouvoir suivre un peu l'histoire de notre pays des fromages. Alors je dirais l'Hexagone désormais parce que pays des fromages ça fait un peu bon. On sait que le pays a 365 sortes de fromages, peut-être plus maintenant. Là, je parle des fromages du pays. Je ne parle pas des autres pays hein, européens. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Partagez cette vidéo. Mettez un like, mettez-moi un pouce s'il vous plaît, surtout un pouce pour faire augmenter les chances que YouTube puisse enfin faire prospérer cette chaîne et activer la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos en première dans vos favoris. Et aussi, ça permet à YouTube de dire que vous aimez la chaîne, vous aimez les vidéos, et vous ferez comme ça grandir la chaîne. Merci à vous tous et à vous toutes. Alors, nous poursuivons l'histoire, comme on l'avait déjà commencé depuis un moment maintenant. Alors, nous en sommes au dernier chef du gouvernement, à savoir Monsieur Léon Blum. Alors nous allons chercher Monsieur Léon Blum, que voici. Regardez, il a un joli chapeau par contre. Enfin bon, passons pour le reste et les détails, c'est pas important, son costume, enfin bon, ma foi. Alors, il est vice-président du Conseil des ministres. Alors ça c'est une photo prise en 1936. Alors, 28 juillet, 5 septembre 1948, il a gouverné un mois et 80 jours en tant que vice-président du Conseil des ministres. Ensuite, avec Pierre, Pierre-Henri Tettingen, je crois. Voilà. Président Vincent Auriol. Voilà, toujours lui, 4ème République. Président du Conseil André Marie. Tiens, je ne connaissais pas cet homme. Président du Conseil, pardon, André Marie. Je l'ai dit, hein, gouvernement Marie, donc André Marie toujours. Hein. Prédécesseur Pierre-Henri Tettingen, indirectement. Alors Maurice Thorez. Ah, ben voilà, Maurice Thorez, vous voyez, l'ami de Monsieur Charles de Gaulle, hmm, qui pendant la guerre a foutu le camp en Union soviétique pour se réfugier auprès de son camarade Joseph Staline, et que M. Charles de Gaulle a fait revenir rapidement en demandant, en suppliant, enfin peut-être pas en suppliant, mais en demandant au camarade de Staline ou à son successeur, qui c'était d'ailleurs son successeur, c'était Khrouchtchev, je crois, je sais, Nikita Khrouchtchev, oui, exactement. Voilà pour la mémoire de. Alors, qui était Maurice Thorez rapidement? On va pas aller nous n'allons pas voir le parcours de cet homme, mais sauf pour les gens qui sont intéressés, faites-moi le savoir en commentaire si ça vous intéresse. Moi, je ne devine pas ce que vous aimez ou pas, je n'ai pas de commentaire. Alors, comme ça, au moins, je fais ce que bon me semble pour vous, hein, en tout cas, ma foi. Après, voilà. Qui était Maurice Thorez? Alors, il était premier secrétaire du PCF, je crois bien, et quelque part, un peu du Parti communiste de l'Hexagone et en même temps de la CGT. Donc, disons qu'il dirigeait un peu de dessus hein, du PCF, il dirigeait la CGT. Bon, on va pas faire le parcours de ce qu'a fait la CGT ni le Parti communiste pendant l'entre-deux-guerres pour ne pas réarmer l'armée de l'Hexagone afin de garder un esprit pacifique. Pensez donc. Enfin bon. Alors, on a dit Maurice Thorez, indirectement. Ensuite, successeur André Marie. Donc voici le portrait, on l'avait déjà vu. Ensuite, président du gouvernement provisoire de la République de l'Hexagone, chef de l'État de facto. C'est un mot un peu gominé, vous voyez, pour pas dire de fait. Voilà. Hmm. Contrairement au droit de jurer, comme on dit. Droit de jurer, je ne sais pas comment on dit à la fin, juris, c'est juré, juridique, pardon,
Mais le droit, je ne sais pas comment on le dit en latin. Enfin, chef de l'État, donc, de facto, et chef du gouvernement. Bah oui, pourquoi pas, hein? Autant faire se peut, hein? Chef de l'État, chef comme Premier ministre, pourquoi pas? Et pourquoi pas ministre des Finances, pourquoi pas ministre de l'Armée, garde des Sceaux, etc., 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 tant qu'on y est. Enfin bref, voyez un petit peu le piège dans lequel nous sommes en 2024, chers amis. Vous comprenez un petit peu maintenant pourquoi Monsieur Emmanuel Macron fait ce qu'il veut. Ben oui, parce que la Constitution, elle est faite pour des hommes comme lui et comme tous ses prédécesseurs. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, hein. Je ne tire pas sur lui, hein. Mais je dirais que, et son successeur, si ça continue comme ça, ce sera encore pire. Ben, ils vont tirer des profits au maximum, puisque la Constitution, ils le savent très bien. Ils le savent très bien, elle n'existe plus, ou elle n'existe pas du tout, même d'ailleurs. Et surtout, elle n'existe plus depuis quelques années, mais elle n'a jamais eu vraiment d'existence légale, cette constitution de 1958. Mais nous y reviendrons quand on poursuivra le parcours de M. Charles de Gaulle. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Alors, président, lui-même, donc Vincent Auriol, toujours. Gouvernement, Léon Blum, troisième législature, ou troisième mandat, je suppose, législature, oui voilà, c'est ça. Première et quatrième République, première quoi, législature, première législature sous la quatrième République, pardon, décidément. Alors, prédécesseur Georges Bidault, on l'a vu hier, successeur Vincent Auriol. Ah, le voici. Donc, donc le gouvernement a été fait par Monsieur Léon Blum, qui était donc oui, bah oui, il était président de la République et en même temps chef du conseil, comment le dire déjà, chef du conseil des ministres. Enfin bon, attendez, chef du gouvernement, pardon. Alors, successeur Vincent Auriol, je l'ai dit, président de la République. Paul Ramadier, président du Conseil. De quel conseil? Conseil d'État sans doute, hein. Ah, zut. Bon, ministre des Affaires étrangères, 16 décembre 1946, 22 janvier 1947, un mois et 6 jours, président lui-même, Vincent Auriol, gouvernement Blum, troisième mandat, voilà. Prédécesseur Georges Bidault, on l'avait vu, hein, on l'a vu hier. Successeur Georges Bidault, ah bon? Bon, ben oui, en tant que ministre des Affaires étrangères, bien sûr. Ministre du Trésor, 13 mars 10 avril 1938, 28 jours. Président Albert Lebrun, vous vous rappelez? Conseil lui-même, donc président du Conseil toujours, il était lui aussi un peu dans le mélange, monsieur Albert Lebrun. Enfin bon, de toute manière, depuis Adolphe Thiers, vous connaissez un petit peu ce que j'en pense. Les mélanges des pouvoirs n'ont jamais cessé depuis la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, la Cinquième, en passant par la Quatrième, qui est une république pas légale du tout d'ailleurs, hein. C'est une république de fait. D'ailleurs, tout comme la Cinquième République, hein. Il n'y a que la Troisième République où on peut dire qu'elle a été faite sur une constitution approuvée, en tout cas juridiquement, je crois. Enfin, si on peut prêter une légitimité à la Révolution de 1789. Hein. Gouvernement Blum, deuxième mandat, législature prédécesseur Paul, oh là 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 là, Marchandeau, pardon, Paul Marchandeau, je ne vais pas écorcher son nom quand même. Ouais, Marchandeau, oui c'est ça. Et il est né quand lui? Il est né le 10 août, oui d'accord. Bon, alors successeur Paul Marchandeau, le même. Président du Conseil des ministres. Alors, 13 mars, 10 avril 1938, 28 jours, président Albert Lebrun, gouvernement Blum, deuxième mandat, ou législature 16e, troisième République, donc deuxième législature, voilà. Alors, coalition Front Populaire, oui, les années 30, 36, SFIO, alors SFIO, RRS, PC, Parti communiste, s'il vous plaît, et divers gauche, voilà, bon. Prédécesseur Camille Chotan, dont voici le portrait.
Camille Chotan, et successeur Édouard Daladier. Ah, voilà notre Édouard Daladier. Alors 4 juin 1936, 21 juin 1937, 1 an et 17 jours. Président Albert Lebrun, toujours sur la Troisième République. Gouvernement Blum, premier mandat, première législature, pardon. Législature 16e, Troisième République, donc coalition Front Populaire. Alors SFIO, RRRS, PC, Divers Gauche, voilà, DVG. Hein. Prédécesseur Albert Sarraut, voilà Albert Sarraut. Et Camille Chotan comme successeur. Vice-président du Conseil des ministres. 23 juin 1937, 14 janvier 1938, 8 mois et 22 jours. Président Albert Lebrun, toujours Troisième République. Président du Conseil Camille Chotan. Gouvernement Chotan, troisième législature. Prédécesseur Édouard Daladier. Successeur Édouard Daladier. Ah bon, il se succède à lui-même. Super, super génial. Alors, député français. Bon, est-ce que je continue comme ça, chers amis? Est-ce que ça va très loin encore? Non, ça va. On est bientôt arrivé à la fin. Alors, député, député de l'Hexagone, 15 avril 1929, 19 novembre 1941, 12 ans, 7 mois et 4 jours. Élection 14 avril 1929, partielle. Réélection 1er mai 1932, 26 avril 1936, circonscription dans l'Aude. Législature 14e, 15e et 16e législature sur la Troisième République. Groupe politique le SOC, Boussoc, si vous préférez. Prédécesseur Yvan Pétissier. Ah. Successeur circonscription supprimée. Bon, mais comme ça au moins tout est clair. 18 décembre 1919, 31 mai 1928, 8 ans, 6 mois et 13 jours. Élection 16 novembre 1919, réélection 25 mai 1924, chers amis. Circonscription dans la Seine, département de la Seine, donc Paris et sa proche et grande banlieue, mais à l'époque c'était la Seine de manière générale. Il n'y avait pas de petite et grande banlieue. Hein. Circonscription, bon, la Seine, je l'ai dit, oh là là, je me répète. Hein. Législature 12e et 13e sous la Troisième République. Groupe politique, le SOC, SOC, pardon. Pas SOS, non. Alors, bibliographie, nom de naissance, André Léon Blum. Date de naissance, 19 avril 1872. Lieu de naissance, rue Saint-Denis, dans le 2e arrondissement de Paris. Date de décès 30 mars 1960 à 77 ans. Pardon. Lieu de décès Jouy en Josas dans les Yvelines, si vous connaissez, chers amis, pour les franciliens, parisiens et autres. Nature du décès infarctus, sépulture Jouy en Josas, donc là-bas. Parti politique SFIO, voilà, c'était un socialiste. Hein. Fratrie René Blum, conjoint Lise Bloch. Excusez-moi, je ne veux pas écorcher les noms. Ah, Thérèse Pereya. Donc voilà une photo, elle était jolie. Oui, Jeanne Lévilliers. Voilà, je lis mal, Lévilliers, c'est ça. Jeanne Blum, née Jeanne Lévilliers, oui c'est ça. Enfant, Robert Blum, diplômé du lycée Henri IV, école normale supérieure, lycée Charlemagne de Paris, université de Paris, faculté des lettres et faculté de droit. Un homme très instruit. Hein. Profession écrivain, diplomate, haut fonctionnaire, critique littéraire, journaliste. Distinction lauréat du concours général 1909. Sur la liste, hein, religion juif agnostique. Résidence, maison de Léon et Jeanne Blum. Non, normalement, on devrait dire israélite et non pas juif. Hein. Bon, enfin bref. Ben voilà, chers amis, j'ai lu le parcours un petit peu de cet homme, Léon Blum, Troisième République. Voilà, comme vous le voyez. Donc, il a été sous les deux présidents, à savoir l'authentique de la Troisième République, Albert Lebrun. Et le premier président de la Quatrième République de fait et non de droit juridique, à savoir, ça y est, le nom m'échappe, Vincent Auriol. Voilà, merci de me le rappeler.
Voilà un petit peu les hommes que nous avons eu au pouvoir et ce que nous avons aujourd'hui, parce que tout cela ne remonte pas, ne vient pas de Emmanuel Macron, de Sarkozy, de Hollande et de Jacques Chirac, François Mitterrand ou même Monsieur Charles de Gaulle. Bon, tout cela remonte beaucoup plus loin, mais petit à petit, pas à pas, la révolution écrase tout, la légitimité, l'illégitimité, ils s'en fichent pas mal, ils s'assoient dessus les textes juridiques, du moins, à moins de, à moins de le leur rappeler comme fait un grand avocat, Maître Philippe Fortabat-Labattu, hein, et d'autres, hein, je pense aux anciens Vergès, et puis d'autres qui leur rappelaient aux magistrats, donc aux juges, les lois, les textes. Aujourd'hui, bon, à part quelques avocats hein, qui sont pas trop mal, Monsieur Guyon par exemple, j'en oublie, hein, qui me pardonne, mais certains leur rappellent à la cour, à la barre, comme on dit. Hein. Vous voyez, tout est un vaisseau, hein, on en parlera plus tard, sur le droit le certificat de naissance. Enfin bon, on n'en est pas là. J'en avais déjà parlé, mais bon, il y a des choses qui me viennent maintenant, vous voyez. Bon, alors, tous ces gens-là, vous voyez, n'ont fait que reproduire ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Alors ils l'ont fait, et pourquoi je ne le ferai pas moi et comme ça jusqu'à maintenant. Ce n'est pas la faute, enfin pas directement on va dire, ni de M. Macron, ni de M. Sarkozy, ni de qui que ce soit. C'est la faute de notre pays, de notre peuple, qui a abandonné ses droits. Car les droits, la Constitution de 1789 le rappelle, chers amis, allez reculer, allez aux sources et reculer un petit peu dans le temps, allez aux sources, regardez bien cette Constitution, elle est faite pourtant par les ennemis du peuple, je le dis bien, par les ennemis du peuple, mais ils avaient quand même eu cette prudence, cette sagesse, on va dire, peut-être temporelle, mais ils ont dit que le pouvoir était pour le peuple, par le peuple, et avec le peuple. Même en 1958, M. Charles de Gaulle, Michel Debré l'ont rappelé. Le texte existe encore dans cette pseudo-constitution fantôme de 1958 où il est dit le pouvoir est pour le peuple, par le peuple. Alors qu'attendez-vous, chers amis, pour vous réveiller? Oui, je sais que ceux qui me suivent, bon, c'est peut-être déjà fait, hein. Je vais pas, c'est pas à vous que je vais dire ça, mais à travers vous, c'est au-delà de ceux qui arrivent sur la chaîne, qui la découvrent, que je leur appelle à prendre en main leur destin, car le pouvoir est au peuple. Alors bien sûr, c'est pas très monarchique ce que je dis. C'est vrai que entre la monarchie absolue de droit divin, avec la monarchie, on va dire constitutionnelle parlementaire à l'anglaise, pardon, il y a un écart quand même. Hein. La vraie monarchie dans l'Hexagone, c'était une monarchie absolue qui s'est mise en place avant Clovis, contrairement à ce qu'on dit. Mais enfin, moi je ne suis pas du tout, je ne suis pas fermé, je suis un petit peu comme Mirabeau, quelque part. Je suis un petit peu comme Mirabeau, un monarchiste dans l'âme, mais en même temps un monarchiste qui se contenterait, on va dire, d'un parlement ou d'un parlement bicaméral comme l'Assemblée nationale et le Sénat, avec l'élection, notamment la Chambre des députés, la Chambre nationale, la Chambre, bon, la Chambre des députés, on va dire, l'Assemblée nationale, se fait par l'élection que le peuple décide. Mais avoir un roi comme chef suprême, en laissant quelques pouvoirs bien sûr au Parlement, évidemment, un peu sur le mode britannique, ou un petit peu comme l'était sous Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe Ier, moi je trouve que ce serait pas mal. Pourquoi pas? Alors maintenant, la monarchie de droit divin, étant donné que l'Hexagone, les gens ne sont plus très croyants, je ne sais pas comment il faudrait faire. Et en tout cas, il faut un roi, il faut quelqu'un, en tout cas, chers amis, quelqu'un qui ait le temps. Comme disait François Mitterrand lui-même, d'ailleurs c'est lui qui le disait, c'était un homme qui avait des lueurs de sagesse, pardon.
Il disait il faut du temps au temps. Bon, ça vient pas de lui, évidemment, il répète les grands écrivains, les grands auteurs, hein, parce que François Mitterrand, comme M. Charles de Gaulle, sont des hommes très instruits. Hein, y a pas à dire. Hein. Alors, c'est de grands écrivains, quelque part politiques évidemment, mais en tout cas, ils ont fait. François Mitterrand, je le disais, pour parler de François Mitterrand, c'est un homme qui disait qu'il faut du temps au temps. Lui, en 2 mandats, oui, il a réalisé en grande partie ce qu'il voulait faire. De bon, mais beaucoup de mauvais. Beaucoup de choses mauvaises. Mais pas que du mauvais, on va dire. Il faut rendre justice à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je vous annonce que, c'est pas moi qui le dis, c'est Oleg de Normandie sur Pagan TV, et effectivement, j'ai l'impression qu'en écoutant les gens, en les interrogeant, pour ceux qui ont 50 ans ou plus, hein, de François Mitterrand, il lui crache dessus. Oui, il lui crache dessus. Alors c'est vrai que c'est quand même lui qui a commencé à creuser la dette. Enfin, mais c'est pas entièrement de sa faute non plus. Il faut savoir que déjà sous le président Georges Pompidou, là aussi un gouvernement de fait, Georges Pompidou a fait frapper la monnaie par des entreprises privées, avec comme ministre du budget et de l'économie, M. Valéry Giscard d'Estaing, en 1973. Donc il ne faut pas tout mettre sur le dos de François Mitterrand, même si c'est lui où les caisses de l'État ont commencé à se creuser environ de 50 milliards, je crois, ou 100 milliards, je ne sais plus. Bon, aujourd'hui on est à 300 000 milliards, je ne sais plus combien de dettes. Euh, bon, le PIB est très mal en point, chers amis. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur M. Léon Blum. Alors nous allons venir très prochainement, on va revenir à M. Charles de Gaulle dans un petit moment, enfin demain, lors de la prochaine vidéo. On va poursuivre, à moins que j'aille plutôt... je vais voir entre M. Charles de Gaulle et Vincent Auriol. Je vais voir de qui je vais parler d'abord. Oui, c'est vrai que je devrais parler d'abord d'eux peut-être, M. Vincent Auriol et M. René Coty, les deux derniers présidents de la 4ème République, hein, donc les deux derniers. Encore une fois, je le rappelle, hein, une république de fait, et non pas de droit juridique. Bref, enfin voilà. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Je ne vais pas me répéter parce que YouTube n'aime pas beaucoup. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Là, nous sommes samedi. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera dimanche. Je vous souhaite par avance, décidément, par avance un bon dimanche, une très belle journée. J'espère qu'il fera beau par chez vous. Ici, bon, c'est le nord-ouest, hein, vous savez, c'est beaucoup de pluie. Il pleut presque tous les jours, ou toutes les nuits en tout cas. Ou la nuit ou le jour, enfin, ça fait partie d'une journée. Hein. La journée n'a pas que 12 heures, elle a 24 heures. Après, c'est la nuit. Il y a 12 heures du jour, 12 heures de nuit, ou presque. Peut-être un peu plus de 12 heures d'ailleurs, partant de fin d'automne. Enfin voilà, chers amis, moi je vous souhaite une très bonne journée. Soyez heureux en famille, bien sûr. Sortez s'il fait beau, faire un petit pique-nique, un petit voyage, une sortie en voiture, en vélo, pourquoi pas, et voilà. Et puis soyez heureux entre amis, avec vos meilleurs amis, et on se dit à très bientôt. Au revoir.